l'on a mis en place à la Réunion. L'objectif aujourd'hui, en 2 heures, en 1 heure, pardon, en 1 heure, ça n'est pas de vous faire un cours et de vous apprendre à dépister les SAF et à vous en occuper. Là, je vais évoquer tout ce que l'on fait sur cette problématique, d'accord? Parce que, par exemple, pour former, on l'a fait donc à Rodrigue, et c'est 2 jours de formation, d'accord, pour former le personnel. Voilà, donc c'est une sensibilisation. J'y ai ajouté aujourd'hui, je reviens de Berlin, où il y avait le congrès européen sur le SAF, avec donc beaucoup de nouveautés, et je me suis permis de les rajouter rapidement pour partager avec vous donc ces nouveautés, parce que ça évolue et qu'il y a beaucoup de choses possibles maintenant. Alors, à La Réunion, le SAF, on appelle ça le bébé au rhum. D'accord ? Et donc, il se trouve qu'il y avait une petite boutique à l'époque qui vendait donc des bébés au rhum, apparemment. Et en fait, je vais vous parler surtout des conséquences de l'alcoolisation de la mère pendant la grossesse et les répercussions sur l'enfant. Vous verrez que ce n'est pas qu'une histoire d'alcoolisme, c'est une histoire de boire au mauvais moment. Et donc, ça va donner donc ensuite des syndromes d'alcoolisation fétale. C'est bien une notion d'alcoolisation et non pas d'alcoolisme pour l'enfant. Il est alcoolisé, in utero. Et puis, les autres troubles causés par l'alcoolisation du fœtus, on va y revenir. Alors, on connaît la problématique SAF depuis tout le temps. On en parlait dans la Bible, beaucoup de chercheurs en ont parlé. D'accord ? La dernière Roquette a fait des études spécifiquement en allant voir les mamans qui s'alcoolisaient et en regardant les conséquences. Et finalement, ça n'est qu'en 1968, le moine, alors qu'il cherchait un syndrome bien particulier avec des enfants qui se ressemblaient, qui avaient les mêmes difficultés, les mêmes problèmes, il se demandait pourquoi. Il se disait, tiens, c'est peut-être dû à la syphilis, à l'époque c'était la mode de la syphilis. Il disait peut-être qu'il y a quelque chose comme ça, et c'est une soignante qui lui a dit, mais attends, ces enfants se ressemblent, mais leur mère aussi, et puis elles boivent de l'alcool tout le temps. Et c'est là-dessus qu'est venu le déclic en 1968 de cette alcoolisation qui est source d'un syndrome bien spécifique. Et donc c'était sujet d'une publication qui finalement n'a pas été très écoutée, qui a même été plutôt décriée par les confrères. Et donc finalement en 1968, on ne connaissait toujours pas le SAF. Et il a fallu attendre 1973, les Américains, donc si vous avez fait attention, il avait fait une publication sur 127 cas d'enfants. Les Américains, à partir de 8 cas, ils ont dit, ben voilà, ces femmes, elles ont consommé de l'alcool pendant la grossesse, et donc l'enfant qui en découle, d'accord, l'issue, c'est un syndrome d'alcoolisation fétale. Et tératogène. Tératogène, ça veut dire qu'il entraîne des malformations. Le docteur Thierry vous en parlera tout à l'heure. Donc voilà, ce placenta, eh bien, il laisse passer l'alcool dans le sang de l'enfant. Et l'enfant qui essaie de l'éliminer, en fait, il le rejette dans le liquide amniotique. Et finalement, il reboite son liquide amniotique. Et donc cet enfant est alcoolisé encore plus longtemps. Et cet enfant, je vous le rappelle, ce n'est qu'un fœtus. Il est en train de se développer. Alors à la fois, il y a un mécanisme de souffrance fétale, par des échanges materno-fétaux qui sont plus difficiles, il y a une spasticité au niveau des vaisseaux, et puis il y a une autre souffrance, c'est la toxicité directe de l'alcool sur le tissu, source donc de malformation. Et cette toxicité, elle s'exerce tant que l'on boit, tout au long de la grossesse. Alors, en bas, sur certains organes, mais ça dépend de la période de formation de cet organe. Donc l'organogénèse, la période où on fabrique les organes, c'est les 3 premiers mois de la grossesse. Mais l'alcool, si on continue de boire, il va agir notamment sur le cerveau qui lui grossit se met en place pendant toute la grossesse. D'accord ? Et sur la croissance aussi. Voilà. Et je vous passe donc les autres étiologies là, qu'on vient de nous sortir à Berlin. Quand vous voyez des petites choses comme ça, c'est des petites diapos que je vous ai rajoutées qui nous viennent tout fraîches de Berlin. Alors finalement, s'alcooliser pendant la grossesse, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, soit vous n'allez pas avoir d'effet, c'est possible aussi. Vous avez donc des femmes qui vous disent « Moi j'ai bu pendant ma grossesse et il ne s'est rien passé ». On y reviendra plus tard.
soit vous avez ce qu'on appelle l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation du fœtus, traduit du Fetal Alcohol Spectrum Disorder, qui vous donnera soit une mort in utero, soit un syndrome d'alcoolisation fœtale que l'on va définir juste après, soit les effets de l'alcoolisation du fœtus ou les troubles causés par l'alcoolisation du fœtus. Alors le moine disait, il suffit de voir le faciès de l'enfant pour savoir que la mère a bu. Il faut comprendre que dans les études de Lemoine, en fait, puisqu'il avait réuni les enfants qui avaient un syndrome bien particulier, il n'a vu que les femmes qui étaient très malades de l'alcool, des enfants qui étaient très alcoolisés. Et c'est aussi pour ça que Rouquette avait des difficultés, puisqu'elle regardait même les femmes qui s'alcoolisaient un petit peu. Et comme en plus, en fonction du déni et tout ça, elle avait des volumes d'alcool in utero qui n'étaient pas très cohérents, elle s'est retrouvée avec des syndromes parfois ou rien du tout, et donc difficile pour elle de dire que l'alcool était responsable. Il n'était pas responsable à tous les coups. Alors, le faciès est caractéristique, oui, dans les formes caractéristiques que représente le SAF, syndrome d'alcoolisation fœtale, avec des formes palpébrales étroites, c'est-à-dire un écart entre de l'œil qui est petit, un philtrum long et convexe, donc c'est l'espace nasolabial, entre le nez et la lèvre, qui est donc plus long, qui est convexe de profil, et puis une lèvre supérieure fine. En fait, cet enfant, il a perdu les piliers qui sont formés au-dessus de la lèvre et qui forment aussi ce qu'on appelle l'arc de Cupidon. Donc je vois que madame a très bien un bel arc de Cupidon. Voilà, cet enfant, c'est lisse ici sur la lèvre et c'est plus long. Et ça, c'est une des caractéristiques du syndrome d'alcoolisation fœtale, mais c'est un outil uniquement diagnostique pour les professionnels. C'est-à-dire que vous, à votre niveau, je vous encourage à ne pas chercher à faire le diagnostic à partir de ces éléments-là, parce que vous allez vous faire souffrir, vous allez voir peut-être des personnes qui ont certains de ces éléments. Donc voilà, c'est un outil de diagnostic parmi tant d'autres pour les spécialistes. Et les spécialistes, qu'est-ce qu'ils font actuellement? Vous allez voir que les choses ont évolué. Actuellement, ils ont une petite réglette qui a été proposée par les Américains. Petite réglette, on vous dit, ben voilà, donc voilà en haut, eh bien, un SAF typique. Donc vous voyez, par rapport à la forme numéro 1, on a l'absence, l'épaisseur déjà de la lèvre est plus fine, l'absence de l'arc, d'accord, les piliers aussi effacés, bon voilà, et plus on remonte, donc le 5 et 4 peuvent faire évoquer un syndrome d'alcoolisation fœtale, et on regarde de l'autre côté, quelle que soit la population, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on fait aussi? Ben, on mesure, il y a des abacs qui nous permettent de savoir si cet œil est plus petit ou s'il est de bonne taille. Alors, dans d'autres pays où on ne mesure même pas, on considère que l'espace entre les deux yeux, eh bien, s'il est plus grand que l'espace la taille de l'œil, à ce moment-là, il peut y avoir un SAF, en sachant qu'il peut y avoir un épicanthus. Enfin, voilà. Donc, c'est source de beaucoup d'erreurs, c'est pour ça que je dis c'est une chose de spécialiste. Et du coup, à partir de là, on peut dépister les enfants qui sont affectés, quel que soit l'âge. Maintenant, j'ai entendu tout à l'heure dire c'est important de dépister un enfant SAF, ça permet d'aller voir dans les familles, ça permet effectivement notamment d'aller voir les enfants, les autres, comment ils sont. Souvent, quand on a un enfant SAF, s'il y a une alcoolisation dans la grossesse précédente, l'enfant est affecté, peut-être de façon moindre, mais vous allez voir que la nuance du moindre, elle est encore à faire attention. Et donc, vous avez d'autres enfants affectés. Donc ici, dans les bras de la maman, un SAF typique. Et puis les deux autres garçons sont des SAF. La petite fille en bleu, elle est handicapée, peut-être pas par l'alcool. La première va très bien. Alors les Américains, puisque c'est difficile quand même, vous avez vu les petites réglettes, les Américains ont créé un outil qui s'appelle appareil photo en 3 dimensions. Et eux, ils considèrent que voilà, ils vous prennent en photo, ils obtiennent des images et ils peuvent vous définir les SAF partiels, et puis ceux qui ne sont pas SAF. Voilà, et c'est les choses sont assez claires pour eux, ils peuvent faire le diagnostic. Ils vont plus loin, actuellement, ils proposent, je ne sais pas si c'est encore opérationnel, cette photo elle vient de Berlin, ils proposent de faire ça à distance. Donc on est à Maurice, on va dans leur application, ils vous font une photo à distance en 3 dimensions et ils peuvent déjà évoquer les critères dysmorphiques. Mais voilà en fait ce qui va arriver demain, parce que c'est déjà... On a des appareils qui sont capables de regarder
faciès, comment dire, Face ID, non, c'est ça, l'iPhone, des choses comme ça. Et c'est beaucoup plus précis que d'aller avec notre petite réglette. Là, on a des mesures qui sont vraiment... Et donc, l'avenir, c'est le smartphone. D'accord? Donc, l'avenir, c'est... Voilà, vous avez même donc... c'est pas encore complètement validé, mais l'avenir, c'est que vous mettez les caractéristiques ici, l'âge, le poids, la taille, tout ça. Vous avez donc un des éléments de savoir si cet enfant, il est petit ou il est insuffisamment... s'il a une insuffisance pondérale, un poids insuffisant, pardon. Vous avez après un outil qui vous permet de faire une évaluation, voir s'il y a une atteinte du cerveau. Je vous expliquerai ça après. Et puis, donc voilà, hein, c'est comme une équipe espagnole. Voilà, l'histoire de l'enfant, l'examen physique, le poids, la taille, l'évaluation neuropsychologique. Ils rentrent tout ça dans l'ordinateur, dans le téléphone, et vous donnez les résultats, si c'est un SAF ou pas. Ça, c'est l'avenir. D'accord? Et c'est vrai qu'actuellement, avec notre petite règle et tout, finalement, on est peut-être dans la préhistoire. Parce que l'avenir, encore demain, ce qu'on nous dit, on nous dit que demain, c'est l'ARN. L'ADN plutôt. L'ADN, enfin, là, c'est l'ARN qui est utilisé. Et donc, demain, c'est la génétique. Et là, on vous dit qu'en analysant la génétique de l'enfant, maintenant, on sera capable de définir si cet enfant, il est SAF, s'il a comment dire, une propension à devenir un enfant affecté par le syndrome d'alcoolisation fétale ou par des troubles causés par l'alcoolisation du fœtus. C'est demain. On nous présente, vous voyez, c'est une étude qui est sortie en 2018. Alors, ça c'est pour le faciès. Après, c'est pour vous dire qu'en fait, l'alcool qui agit comme un toxique, il dégrade effectivement le visage, dégrade le cerveau, vous verrez qu'il dégrade d'autres organes. Kevin en parlera certainement. Donc il y aura des malformations visibles, ici une luxation de hanche, des malformations qui n'ont rien de spécifique. D'accord? Donc à prime abord, on ne peut pas tout de suite penser à un problème lié à l'alcool. Des malformations moins visibles si on ne les cherche pas, notamment cardiaques ou autres, d'accord? Urologiques. D'où la nécessité d'avoir un recours, quand on a un enfant exposé à l'alcool utéro, avoir un recours à un spécialiste qui va aller chercher les malformations. Et puis vous avez des malformations qui sont encore moins visibles parfois à la naissance, c'est l'atteinte du cerveau. Il va falloir attendre que ce cerveau, voir comment il se développe. Je vais en parler. Bon, ça je vous en ai parlé sur les périodes de développement des organes. Donc, un des accès au cerveau à la naissance, c'est la microcéphalie. Et les syndromes d'alcoolisation fétale, ils ont la plupart du temps un cerveau qui est, enfin un cerveau oui, et donc un crâne qui est plus petit. Il faut mesurer la circonférence de la tête de l'enfant à la naissance. Et donc, ce cerveau donc plus petit, d'accord, mais aussi des zones de ce cerveau qui sont plus affectées que d'autres. Ici, on nous cite le corps calleux, d'accord, le cervelet. Voilà. Et donc, et à Berlin, on vous montre ça de façon très avec des études. Et donc en noir, les petits points pour vous dire, regardez, par rapport aux témoins, il y a beaucoup plus d'atteinte du corps calleux, d'accord, que chez les autres enfants. Idem pour le cerveau. Voilà, les choses sont prouvées scientifiquement. Et au-delà de ça, eh bien, on commence à avoir d'autres spécificités. Et puis notamment, il semblerait qu'il y ait une spécificité garçon-fille, sans qu'on puisse à ce jour expliquer pourquoi. Donc tout ça pour vous dire que finalement, l'alcoolisation du fœtus pendant la grossesse, eh bien, va vous amener plusieurs types d'enfants. Tous ne seront pas affectés de la même façon. Alors, au-delà de quand on a un enfant donc atteint, eh bien, il faut l'examiner de façon complète, d'accord, au-delà du diagnostic qu'il faut chercher. Et notamment, ces enfants ont souvent des problèmes d'audition et de vision. Et c'est important, très tôt, on aille les chercher. Alors, si on était plus riche, eh bien, on ferait des IRM et des IRM fonctionnels pour effectivement aller voir de façon très pointue. Et ça, l'équipe de San Diego le fait très bien. Et c'est aussi l'avenir. Mais je vous rassure, c'est très cher et donc l'avenir
pas pour demain. Et ça nous permettrait de voir que toutes les zones qui sont affectées au niveau du cerveau et que les choses sont finalement assez complexes, d'accord, surtout à prime abord, et donc demandent à être explorées. D'où l'intérêt d'une équipe pluridisciplinaire de neuropsychologues, de personnes qui s'occupent donc des speech therapists, orthophonistes, on dit. Voilà, et donc vous avez plusieurs domaines qui sont comme ça, donc toute une batterie de tests dans les équipes américaines pour aller voir les problèmes d'adaptation, le problème de comportement, les troubles exécutifs, l'intelligence, voilà. Et donc les outils qui sont utilisés. Alors ces outils varient, mais vous voyez à chaque fois la liste est longue. Et effectivement c'est fastidieux. Et donc faire un diagnostic de SAF, si on veut chercher l'aspect les atteintes exactes de l'enfant, eh bien ça demande beaucoup d'investissement. Alors de plus en plus, on cherche, les professionnels du SAF cherchent à réduire ces... d'accord, pour pouvoir faciliter le diagnostic. Et notamment là on est à 4, finalement, vous avez un IQ score, un examen physique, un test VABS, et puis notre test CBLC pour le comportement. Et voilà, à partir de ces examens-là, vous devriez pouvoir définir un SAF. Ça, c'est des choses que l'on peut faire à novice. Alors, et ça nous permet donc de faire le diagnostic du SAF. Qu'est-ce que c'est? Voilà, donc depuis 1996, il y a un diagnostic qui est bien précis, qui a été un petit peu révisé en 2005, et tout le monde s'accorde à dire qu'un SAF, c'est d'abord une exposition à l'alcool de la mère, enfin de l'enfant pendant la grossesse, d'accord? Deuxième critère, c'est les 3 critères dysmorphiques que j'ai évoqués tout à l'heure. Troisième point, c'est un retard de croissance. Le poids, la taille, souvent les deux. Allez-y, je vous en prie, il n'y a pas de souci. Bienvenue, madame. Non, c'est pas grave. Bon, j'en ferai un petit point pour vous. Et c'est une atteinte du système nerveux central. Et ce système nerveux central, qu'est-ce qui est accessible à la naissance? C'est uniquement la microcéphalie. Les autres tests, vous n'allez pas les faire passer à un enfant qui vient de naître, et il faudra attendre bien plus tard. Et attendre, eh bien, c'est un manque de chance toujours pour l'enfant. Je vais revenir sur ces points spécifiques des troubles au niveau du cerveau. Donc les Américains ont des algorithmes qui vous permettent de définir le SAF. Les Canadiens ont un algorithme un peu différent, mais qui amène au même résultat, et finalement, de même pour l'équipe de Seattle, avec le Four Digit Diagnostic Code, qui était assez pragmatique, et ce qui est intéressant. Donc, d'un côté, vous avez, est-ce que cet enfant il a un retard de croissance plus ou moins sévère? Est-ce qu'au niveau de sa face, il a les 3 signes ou il y en a moins? Est-ce qu'il y a une atteinte du système nerveux central? Qu'est-ce qu'on peut voir au jour où on l'examine? Et puis enfin, sur la droite, quel est le niveau de consommation de la mère? D'accord? Les Américains l'ont mis à droite, pourquoi? Parce qu'ils disent que si vous avez tous les signes caractéristiques, vous n'avez pas besoin de savoir si la mère a bu, c'est évident. Là, c'est pareil, soyez prudents, c'est toujours délicat. C'est d'autant plus facile qu'on a accès à la génétique et qu'on peut éliminer toutes les autres pathologies qui donneraient un faciès, un faciès similaire. Et il y en a. Donc c'est pour ça, regardez ça. Et en tout cas, quel que soit l'algorithme qui est utilisé, c'est la même chose finalement. Après, si on veut compliquer la chose, et ben voilà ce qu'on nous dit à Berlin. On nous dit il faudrait considérer l'environnement, le niveau de nutrition de la mère, de sa grossesse. Il faudrait considérer aussi l'agent tératogène, son niveau, donc la dose d'alcool qui a été prise, le temps aussi de cette alcoolisation, et puis la mère en elle-même, où est-ce qu'elle en est, quel est son statut, niveau de précarité. Et il est vrai que, on fait des études à Madagascar, précarité, malnutrition, consommation d'alcool fort, égale souvent mort de l'enfant. Et demain, eh bien, c'est la génétique. C'est la génétique qui va aussi nous aider et nous permettre de voir quel est le degré d'atteinte de l'enfant, en sachant que sur des jumeaux, eh bien, vous n'avez pas toujours le même degré d'atteinte. La mère s'alcoolise, elle a 2 enfants, et ils ne vont pas avoir les mêmes conséquences à la santé. On sait aussi, les spécialistes savent que les jumeaux eh bien, ne sont pas irrigués forcément de la même façon. Ce qui fait que parfois vous avez un jumeau plus petit que l'autre. D'accord? Donc c'est-à-dire que le passage sanguin finalement ne se fait pas de la même façon.
la toxicité donc n'aura pas le même impact. Bien. Donc le CIFASD, qui est l'équipe américaine qui travaille beaucoup au niveau national, Collaborative Initiative for Fetal Post-Spiritual Disorder, eh bien voilà, les éléments essentiels à aller chercher, donc notamment au niveau du cerveau, au niveau de la face, d'accord, et pour aller chercher les troubles de comportement, vous avez des outils pour faire ça à Maurice. Et ils sont prêts à nous aider d'ailleurs. Donc on en reparlera, si vous voulez, peut-être à table. Et quand on a les moyens, quand on a la possibilité, eh bien, on peut faire, sans avoir la connaissance de l'alcoolisation de la maman, on peut savoir si elle a consommé de l'alcool, à partir d'un recueil du méconium, à partir du recueil de cheveux de la maman, il y a des possibilités d'aller regarder le niveau d'alcoolisation pendant la grossesse. Voilà. Donc ça, c'est d'autres outils qui sont mis en place et qui sont validés. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On dit aussi que demain, avec le micro-ARN, eh bien c'est pareil, ce sera un marqueur, donc l'ARN de la maman, ce sera un marqueur aussi de l'alcoolisation. Et on pourra donc à partir de là aussi regarder si la main est alcoolisée. C'est pour demain. Donc vous voyez, donc tout ça mis en place, tout ça informatisé, hein, et tout ça demain sur votre téléphone, nous professionnels, on sera capable de faire des diagnostics plus rapides. Du moins c'est ce qu'on espère. Et ça sera plus facile pour le SAF. Et donc demain, à Maurice, on est capable, sans attendre l'ARN, la génétique et tout ça, on est capable de faire un diagnostic d'enfant SAF. Bien. Et là, aujourd'hui, le docteur Thierry Van Gadom, il est capable de vous faire un diagnostic d'enfant SAF. Bien. Ça, c'est pour la partie la plus visible. Maintenant, il y a la partie qui nous concerne, enfin, qui nous intéresse le plus, c'est tout ce qui ne se voit pas, sont ces enfants qui sont finalement affectés, mais sans avoir tous les signes du SAF, que je viens de définir tout à l'heure. Et donc, vous avez soit des SAF, eh bien, on ne connaît pas la disposition de la mère, mais je vous dis, les Américains, ils considèrent que, même si vous ne connaissez pas le taux d'alcoolisation de la mère pendant la grossesse, s'il a toutes les caractéristiques, c'est un SAF. Vous avez donc ces SAF partiels, pas toujours évident, parce qu'ils n'ont pas toute la dysmorphie, ils n'ont pas forcément toutes les atteintes, notamment peu d'atteintes au niveau du cerveau, a priori, enfin en tout cas quand vous l'examinez. Ceux qui n'ont que des malformations, c'est quand même rare d'avoir que des malformations liées à l'alcool, et surtout ceux qui ont des troubles du développement neurologique liés à l'alcool in utero. Et donc j'y viens, ces troubles neurodéveloppementaux liés à l'alcool, qu'est-ce que c'est? C'est un enfant qui est exposé à l'alcool in utero, et c'est un enfant qui a, d'après la définition donc, de l'Institut de Washington, qui a 3 des 7 signes qui sont évoqués là. Donc la microcéphalie, je l'ai évoqué, éventuellement une malformation cérébrale si vous avez un accès au cerveau, une écho transfrontalière, c'est possible à Maurice, une IRM, très tôt c'est difficile, il faut endormir l'enfant, on ne le fait pas systématiquement. Des troubles neurologiques légers à profonds, donc ça va demander un temps d'évolution de l'enfant, un QI inférieur à 70, donc déjà un QI c'est une déficience sévère, des difficultés d'apprentissage scolaire, donc il va falloir attendre que l'enfant soit scolarisé pour pouvoir faire un diagnostic, des troubles de la communication verbale, une déficience des fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, je ne sais pas si j'en parle après, c'est juste les capacités de l'enfant à raisonner, d'accord, à résoudre des problèmes. Des problèmes simples, parfois, hein, c'est faire le lassage de ses chaussures. Ça demande plusieurs gestes, pas toujours évident. Les troubles de la mémoire, des troubles de l'attention, et donc c'est ce que Gilbert disait, souvent ce sont les troubles, c'est surtout l'hyperactivité hein, qui est majeure chez cet enfant, et on ne voit que ça, et donc on l'a rangé du côté des tabous. Il est traité comme tel. Et enfin, les troubles de l'adaptation sociale et du comportement. Donc vous voyez, c'est des choses que on va appréhender seulement quand l'enfant sera déjà bien plus grand. Oups. Et donc, vous êtes en face de cet enfant, donc, voilà, il est mignon comme tout, vous n'avez pas connaissance de l'alcoolisation de la mère, il bouge un peu en classe, allez dire que c'est un SAF. Ou du moins, un enfant qui a des troubles neurodéveloppementaux liés à l'alcool. Et ça demande une équipe spécifique, et peut-être que Kevin va en parler tout à l'heure, une équipe spécifique de professionnels pour faire un centre diagnostique, pour faire des diagnostics. Actuellement, à La Réunion, nous avons 2 centres diagnostiques. Ils sont déjà débordés jusqu'en juillet 2019. Et
il y a une grosse demande de la part de l'école, vous verrez pourquoi, et une grosse demande de la part de la justice. On va l'évoquer bientôt. Voilà. Et donc pareil, avec des algorithmes, avec des choses qu'on essaye enfin, que les Américains essaient de réduire au minimum, donc 3-4 tests, je vous disais, et puis pouvoir vous rendre accessible ça sur ordinateur pour pouvoir le faire un peu partout dans le monde. Ça, c'est le travail de Sarah Matson, c'est l'Université de San Diego. C'est ce qui arrive demain, ce qu'on nous a présenté à Berlin. Et pourquoi c'est important de dépister l'atteinte du cerveau de l'enfant, et très tôt? Parce qu'on connaît la suite de ces enfants, ce qu'on appelle les secondary disabilities, les troubles secondaires. Mais ces enfants, donc pratiquement la majorité, vous voyez en fonction de l'âge, la couleur, de 6 à 11 ans, de 12 à 20 ans, et puis après, eh bien, les atteintes, d'accord, les problèmes mentaux, plus de 90% d'entre eux, d'accord, des problèmes d'échec scolaire, hein, pour une grande majorité d'entre eux, des troubles avec la loi, vous voyez que dès l'adolescence, pour plus de 50% d'entre eux, des problèmes de confinement, donc d'internement, pareil, des problèmes de comportement sexuel inapproprié, on a beaucoup ça dans la presse, en tout cas à La Réunion, maintenant qu'on a un partenariat avec la justice, et donc ils arrivent à faire le discernement entre cet enfant qui a donc commis des gestes répréhensibles, hein, que ce soit des atteintes à la pudeur, mais parfois des viols, d'accord? Eh bien, on arrive à penser à ce que c'est un enfant qui a un problème de SAF, parce qu'en fait, ces enfants, ils ne mesurent pas là, ce qu'ils viennent de faire. Pour eux, ça n'a pas d'incidence. Et des problèmes de toxicomanie, de drogue, de tout ça, je vais en parler juste après. Voilà. Et donc, maintenant, on a des centres spécifiques SAF, et on nous dit, voilà, ces enfants sont d'abord en échec à l'école, c'est surtout à l'école, donc 6 ans, parce que chez les tout petits, il faut vraiment y penser, et donc c'est souvent à 6 ans qu'on nous les adresse en disant, cet enfant, il n'y va pas, il ne suit pas, il n'est pas comme les autres. Et donc, voilà, plein de challenges que vous avez là, toutes les problématiques que peut rencontrer l'enfant, qui sont bien définies. D'autres problématiques chez ces enfants, donc ça c'est les équipes d'Afrique du Sud qui nous disent ça. Ça se voit peut-être moins de loin, Kevin, ça se voit, c'est un peu quand même. Voilà, donc on nous dit donc, tout en bas les problèmes scolaires, ensuite on remonte des problèmes donc, de niveau scolaire encore, et puis ça va jusqu'à combien sont employés. Donc vous avez en bleu les SAF, enfin, ouais, les SAF, et en rouge le groupe contrôle. Des difficultés donc, socio d'autres. Alors ça, c'est des difficultés avec l'alcool. Vous voyez qu'une grande majorité d'entre eux, en bleu, eh bien, ils ont des problèmes de tabagisme, là-haut. Sur l'alcool, finalement, ils ne sont pas plus que les autres, c'est celle du milieu. Sur les drogues illicites, c'est en haut, il y a un peu plus de consommation de drogues illicites. Voilà. Des difficultés relationnelles avec l'entourage. Eh bien, vous avez avec les autres enfants, vous voyez en bleu, ils ont moins de relations avec les enfants, avec les relationships, donc l'entourage, et puis des problèmes en haut, on nous dit de violence en bleu, vous voyez que c'est plus important que la population témoin. Alors parmi ces violences et ces crimes, eh bien, ce que l'on voit le plus fréquemment tout en bas, ce sont des enfants qui sont eux-mêmes victimes de violences. C'est surtout ce que l'on rencontre tout en bas. Des enfants qui ont commis des actes répréhensibles en bas, en bleu, la ligne du dessus. Au milieu, vous avez des problèmes de conflit, des problèmes avec la loi, finalement presque autant que la population témoin. Après, un petit peu plus, j'arrive même pas à m'en relire, je ne peux pas vous dire, donc, pardon. En tout cas, beaucoup de problèmes avec la loi, et je suis sûr que les choses peuvent varier en fonction des localisations, des localités. Et ici, donc, notamment, c'est une étude très intéressante. C'est en Australie, dans l'ouest de l'Australie. Ils ont un centre de détention pour toute cette partie de l'Australie, un centre de détention pour les adolescents. Et donc, une équipe est rentrée dans ce centre et a cherché à faire un diagnostic d'enfants qui étaient SAF, ou du moins qui avaient des troubles causés par l'alcoolisation du fœtus. Et finalement, vous voyez sur pas de pointeur, mais vous voyez là-bas, 47,
En fait, c'est la moitié des adolescents qui étaient emprisonnés, eh bien, avaient une relation avec une exposition à l'alcool in utero et des signes évoquant un SAF. La moitié des internés dans cette prison. Donc, comprenez que dépister un enfant très tôt, c'est essayer de lui épargner ça. Parce que finalement, et c'est gros ce qu'on a appris à la Réunion, c'est que finalement, ces enfants, ils vont en prison, mais ils sortent, ils y retournent aussitôt. Il n'y a pas de prise de conscience, la prison n'apporte rien. D'accord, ils ont besoin de soins, et que finalement, ce sont des sujets, des adolescents qui posent problème à tout le monde, et la justice en premier. Il n'y a plus quoi en faire. Donc différents domaines d'atteinte, que je viens d'évoquer tout à l'heure, et effectivement, ceux-là en ont plus que la population, l'autre partie de la population emprisonnée. Alors qu'est-ce que l'on a nous appris à la Réunion en 97? On a fait une étude, donc j'ai participé à une étude dans les établissements pour enfants déficients. Et on a montré que 10% des enfants qui étaient dans ces établissements pour enfants déficients étaient des enfants SAF, ou troubles causés par l'alcoolisation du fœtus. 10%, ça fait quand même un nombre important d'enfants qu'on peut... parce que je vous rappelle que le SAF, l'alcoolisation, enfin on essaye, c'est quelque chose d'évitable. D'où l'intérêt, c'est pour ça que c'est important que vous soyez présents et que vous nous souteniez sur cette cause. C'est d'autant qu'ensuite, l'Académie française de médecine nous dit que le SAF représente la première cause de déficience mentale. D'autre part, que vous avez bien compris que les dommages infligés à cet enfant, eh bien, ils vont se dérouler pendant les 3 trimestres de la grossesse. Pendant 9 mois, il va y avoir tous ces dégâts qui vont être causés, d'accord, et qui vont être causés pour le reste de la vie de l'enfant. Donc, les conséquences sur le plan humain, vous les imaginez, et sur le plan économique, eh bien, ces enfants pour lesquels il y aura besoin d'une attention particulière dès la naissance, qui aura besoin parfois de corriger les malformations, qui aura besoin de soutenir à l'école, soutenir dans sa vie de tous les jours, qui risque de ne pas être autonome, qui risque d'avoir des problèmes avec la justice, parfois qui va avoir besoin d'avoir à aider financièrement, ça a un coût qui va jusqu'à 3 millions d'euros, d'accord, évalué par différentes équipes au Canada, aux États-Unis et même en France. D'accord? Voilà, alors pourquoi finalement ces femmes font des enfants alcoolisés? Pourquoi? Eh bien, peut-être parce qu'elles ne savent pas qu'il ne faut pas boire d'alcool pendant la grossesse. Elles n'ont pas été informées. D'accord? Informées par nous, professionnels de santé. D'accord? Là, ne serait-ce qu'ici, vous avez peut-être des enfants, et est-ce que votre médecin, votre gynécologue, vous a informé qu'il ne fallait pas boire d'alcool du tout pendant la grossesse? Posez-vous cette question déjà. Est-ce que ceux qui nous vendent de l'alcool, est-ce que ces gens nous donnent une information honnête en nous disant il ne faut pas boire ce produit pendant la grossesse? Eux aussi ont une part de responsabilité. Donc ici, Phoenix, il met un petit message pratiquement illisible. Là-bas, c'est au domaine Anna, un petit vin avec un petit message qui malheureusement ne passe pas, ça ne se voit pas trop. Mais concrètement, en France, chaque bouteille contenant un alcool a un pictogramme comme ça, qui permet d'identifier le fait. Et encore, ce pictogramme, il est pratiquement illisible aussi, il y a besoin d'y travailler. Et ce pictogramme, il a été mis en place parce que des avocats courageux ont porté plainte contre l'État en disant « Vous n'informez pas les consommateurs. Vous êtes aussi autant responsables que les mamans, puisqu'elles ne sont pas forcément au courant des méfaits. » Alors il y a ceux qui ne sont pas au courant, et il y a ceux qui savent, qui ont quand même entendu, le médecin en a parlé, mais qui malgré le message, eh bien soit ne trouvent que le message n'est pas crédible, soit il y a un déni, soit ils ne veulent pas y croire. Et puis peut-être ils se reposent sur leur précédente grossesse, elle s'est bien passée. J'ai eu aussi des cas de mamans enceintes et qui m'ont dit « Docteur, c'est pas vrai ce que vous dites, j'ai déjà 3 enfants, d'accord, et je les ai fait pareil en consommant de l'alcool. Sauf que les 3, ils sont déjà SAF. Donc, pour vous dire que le déni, ça va loin aussi. » Et puis parfois, eh bien, comme on l'évoquait, ce sont des femmes malades de l'alcool.
Et il est vrai qu'actuellement, les femmes malades de l'alcool, les SAF, sont plus présentes dans ces familles où on est malade de l'alcool que dans les autres familles. Le SAF typique. Et c'est ça qu'avait fait le moine. Il avait vu finalement des enfants caractéristiques sur des femmes malades de l'alcool. Maintenant, tous ces enfants qui ont des troubles causés par l'alcoolisation du fœtus, c'est souvent le cas d'alcoolisation. D'accord? Donc c'est moins les femmes malades de l'alcool. Et puis aujourd'hui, on est très inquiet parce que celles qui nous font des SAF, vraiment, ce sont les jeunes, dès 19 ans, on a des femmes de 19 ans qui nous font des SAF parce qu'elles s'alcoolisent de façon binge drinking, comme on appelle, de façon ponctuelle et intense. D'accord? Très nocif pour l'enfant. Et c'est ce qui vous attend, j'allais dire, demain, quand vous allez le chercher, c'est ce qui vous attend. Souvent, 50% des grossesses ne sont pas prévues. Alors, si, on aura un enfant, tous les deux, ce sera super et tout, mais on n'a pas dit que ça sera demain, on n'a pas dit, tiens, on va faire ce soir, et donc on se retrouve avec un enfant, on ne sait pas, le temps de faire le diagnostic, il y a eu des alcoolisations, et souvent, mes patientes me disent avoir consommé sans savoir qu'elles étaient enceintes. Voilà, donc ces histoires de femmes, il faut les entendre, ces femmes. Le témoignage là est très important. Et on a écrit donc un livre dans ce sens, des témoignages de femmes. Et on a comparé ces témoignages avec tous les pays qu'on rencontre. Il y a 18 pays à Berlin. C'est toujours les mêmes histoires. Et probablement qu'à Maurice, et ça c'est toi l'espérance qui peut nous le dire, c'est des histoires de violence intrafamiliale, d'abus sexuels, des problèmes de souffrance, d'accord, des problèmes de couple. Voilà, ce sont des femmes qui sont souvent en souffrance et se réfugient dans l'alcool. Je pense qu'Étoile d'Espérance aura l'occasion de vous en parler. Donc, c'est des femmes qui ont besoin d'être aidées. Donc, pour faire le dépistage, on est plus fort en France, effectivement, puisqu'on a l'autorité de la santé qui a donc émis un guide de repérage. Et donc, tous nous, professionnels de santé, on doit se référer à ce référentiel pour pouvoir faire le diagnostic. Donc il faut réfléchir à en faire un ici à Maurice. Donc dépister ces femmes, essayer donc de parler d'alcool, rechercher si elles ont consommé de l'alcool pendant la grossesse, sans vouloir les culpabiliser, d'accord? Parce qu'effectivement, cette femme, elle ne va pas vous faire un enfant trisomique. Cette femme, elle a elle-même bu de l'alcool et provoqué. Donc comprenez que déjà cette femme en souffrance, là elle vient de prendre encore une claque supplémentaire où on lui dit tu es responsable des futures malformations de ton enfant. Voilà, il faut arriver à lui faire comprendre qu'elle n'est pas responsable, on est tout aussi responsable, tout un chacun, je l'ai évoqué tout à l'heure. Il ne faut pas non plus minimiser les risques en disant oui, tu as bu 2 verres, c'est pas grave. Non, vous n'en savez rien si c'est pas grave. Donc vous l'avez noté, nous professionnels de la santé, en tout cas c'est ce que je leur dis, vous avez noté qu'elle a consommé de l'alcool, telle période de la grossesse, et vous allez évaluer l'enfant. Vous avez la même problématique quand on prend un médicament qui n'est pas autorisé pendant la grossesse, vous n'allez pas lui dire « Ah mais c'est pas grave, tu as pris un Roaccutane, c'est pas grave ». Non, on va évaluer la grossesse et voir s'il y a un impact sur son enfant. Et on a bon espoir que non, mais voilà. Et puis il faut prendre la mesure de la problématique. Certaines vous disent oui, j'ai consommé un verre ou deux. Peut-être qu'en fait, elle a 1 ou 2 chaque jour. Peut-être 1 ou 2. D'accord? Donc c'est important d'évaluer exactement où est-ce qu'elle en est à son niveau. Et aujourd'hui, elle va peut-être vous dire j'en ai bu 1 ou 2. Et puis si elle revient à la consultation, et bien vous verrez que souvent, elle a bien compris que vous êtes là pour l'aider. Souvent, elle va vous dire en fait, j'en ai pris plusieurs, en fait, j'ai des problèmes. Vous allez peut-être vous-même vous rendre compte et lui dire vous êtes peut-être dépendante à l'alcool. Voilà. Et c'est important tout cela, parce que ça permet de poser un diagnostic très tôt pour l'aider pendant sa grossesse, très tôt par rapport à cet enfant, parce qu'un enfant exposé à l'alcool, c'est un enfant que l'on va surveiller comme le lait sur le feu dès sa naissance. Aller chercher tous les troubles du développement, toutes les difficultés qu'il va présenter pour lui éviter les troubles secondaires. Voilà. Et c'est aussi pouvoir poser les choses, poser un diagnostic, c'est aussi de lui éviter à cette femme une grossesse alcoolisée. D'accord? Donc, une maman, donc un enfant sage, un deuxième. En fait, cette maman, elle nous en a fait 5 enfants sages. C'est pour vous dire qu'on est aussi mauvais. Bon, c'est une histoire un peu ancienne, mais quand même, on est aussi mauvais. Et on a quand même réussi, donc, à faire un enfant, vous l'avez pas là, sans alcool, d'accord? Et donc, un enfant qui se porte bien. Et qu'est-ce qui est nouveau dans cette famille? Qu'est-ce qui est nouveau dans cette photo?
c'est la présence de l'homme. Un homme soutenant, et effectivement, on a beaucoup de femmes. 50% des femmes que l'on a suivies avaient un mari qui était lui-même en difficulté avec l'alcool. Sous-entendu que 50% n'avaient pas de difficulté. D'accord? On dit toujours, la femme elle boit parce que le mari boit. Pas nécessairement. D'accord? Mais effectivement, et les maris qui ne boivent pas, qui sont en difficulté avec leur femme, vont être aussi en difficulté avec l'enfant. Et ils sont inquiets, ils viennent vers nous pour savoir comment ils peuvent être aidés. D'accord? Et effectivement, quand vous vous intéressez à la maladie alcool de cette femme, eh bien c'est bien aussi de pouvoir s'intéresser à la maladie alcool de l'homme. Alors je vous parle du SAF, et ça concerne quoi? Vous voyez ici, pour vous faire un ordre de grandeur, en jaune, les enfants qui sont morts du fait de la consommation d'alcool pendant la grossesse. En rouge, les enfants qui sont SAF. D'accord? La proportion d'enfants qui ont des troubles causés par la consommation du fœtus, en noir, est le plus important. Et la partie bleue, sont des enfants exposés à l'alcool in utero, plus ou moins, et qui, a priori, vont être sains, ou en tout cas n'ont pas de diagnostic. D'accord? Peut-être, donc il y a des études qui ont montré qu'au niveau du QI, ils vont avoir, à partir de 2 verres par jour, c'était 8 points en moins au niveau du QI. Alors 8 points en moins, quand vous avez un cerveau qui est prévu à 120, bon, ça vous fait un cerveau qui est un petit peu moins intelligent, mais qui est quand même très performant. Mais quand vous avez un cerveau qui est prévu à 90, d'accord, 90 c'est presque la limite, eh bien, hop, ça vous fait passer dans une catégorie en dessous, vous avez des difficultés intellectuelles. D'accord? Bon. Mais ne retenez pas ces chiffres, c'est pour vous dire qu'on n'est pas tous égaux face à l'alcool, on ne sait pas ce qu'on va devenir, et donc on ne peut pas préjuger des conséquences en fonction du nombre de verres. Et qu'est-ce qu'on nous dit donc dans les pays occidentaux? On nous dit que, eh bien, il faut compter entre 0,5 à 2 pour 1000 naissances. Là, une étude très récente de Svetlana Popova en 2017 nous a dit que voilà, c'est en moyenne 1 pour 1000 enfants par pays. Vous avez combien de naissances à Maurice? 15 000, 12 000. L'autre jour, on me disait 9 000, on m'a dit ça a diminué. Il y a 10 ans, c'est 20 000. Il y a 15 ans, c'est 20 000. Maintenant, c'est 10 000. 10 000. Ouais, bon, ça vous fait donc 10 000, ça vous fait quand même 10 enfants chaque année. Et dans le monde, eh bien, on nous dit effectivement, voilà, donc 0,67 aux États-Unis, 1,8 en France, 2,5 en Suède. Dans des fourchettes, nous à La Réunion, 4,3 pour 1000. À Madagascar, on a fait une étude à 5,3 pour 1000. En Australie, 0,1 pour 1000. Tout en sachant que cette étude, c'est une étude juste de déclaration. On a demandé aux médecins de déclarer s'ils avaient des SAF. Le résultat, il est là. D'accord? Et puis finalement, d'autres pays ont pris les choses différemment et ils ont dit non mais si on fait de la recherche du SAF à la naissance, on a très peu de chances de les trouver parce que ouvrir les yeux à un enfant c'est difficile, à part la microcéphalie on n'a pas d'autre accès au cerveau et donc forcément on sous-déclare. Et donc les Canadiens, l'Afrique du Sud, la Croatie, eux ils ont été chercher les enfants dans les écoles. Ils sont partis dans les écoles, ils ont fait, je vous montrerai tout à l'heure, ils ont fait donc un screening et ce qu'ils leur amènent à des chiffres de 3,7%, 37 pour 1000, 3,7%, 5% en Afrique du Sud, 1%. Et là, je crois que j'ai une étude récente, je vous en parle après, qui revient plutôt vers ces chiffres-là. Donc ça, c'est notre étude à La Réunion en 1996, et qui m'avait permis de dire que 4,3% des enfants étaient SAF, et que parmi les formes de SAF complet, sur lequel la consommation de la mère n'était pas connue, eh bien j'avais aucun. C'est-à-dire que les mamans avaient, ceux qui avaient des SAF, les mamans avaient tous déclaré consommer de l'alcool. Après, j'avais certains SAF partiels avec des consommations plus ou moins importantes. Donc SAF partiels avec une consommation incertaine, effectivement, on les a pas, on n'a pas dit que c'était des enfants SAF. D'où 4,3%. Alors, on a parlé du SAF, 1 pour 1000 en moyenne, mais en fait, si on doit parler de l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation du fœtus, donc de la partie qui était en bleu, enfin non pas la bleue, pardon, en noir, rouge et jaune,
eh bien c'est plutôt 1%. Et pratiquement confirmé par l'étude de Svetlana Popova, 2017, c'est dans les pays occidentaux, donc, même pas dans ces pays occidentaux, pardon, il y a l'Afrique, il y a tout le monde, là, c'est une étude mondiale, c'est 1%. Et donc on a dit 10 000 enfants, on a dit 10 SAF, 100 enfants chaque année à Maurice. 100 enfants chaque année qui naissent avec une atteinte, avec des enfants qui vont avoir des problèmes sérieux, problèmes à l'école et peut-être ailleurs. D'accord ? Donc là, effectivement, c'est tous les 3 jours, vous avez un enfant qui naît avec des difficultés, ça vaut peut-être le coup de s'investir. Et donc forcément, c'est plus ou moins en fonction du niveau d'alcool. Il y a peut-être des endroits où ça consomme plus d'alcool, et donc, et aussi c'est plus ou moins en fonction du niveau de connaissance. D'où l'importance de la campagne nationale qui avait été mise en place par Étoile Espérance. Aux États-Unis, on nous dit que le FASD, le TCRF, c'est la première cause, d'accord, au niveau du cerveau. C'est-à-dire que c'est bien plus que, il y a bien plus que l'autisme, bien plus que la trisomie 21, bien plus que le spina bifida, bien plus que l'hémiopathie. Et là, qu'est-ce qu'on a appris des études récentes? Ben voilà, c'est que les Américains maintenant, ils sont plutôt à 6-9 pour 1000 en haut, là, donc ils ont fait ça dans deux gros États, d'accord? Et ça, c'est les SAF, 6 à 9 pour 1000, et quand ils regardent, ils mettent aussi l'ensemble des troubles, ils ont plutôt donc à presque 2 à 2,5% d'enfants atteints aux États-Unis. Ça, c'est quand ils regardent dans les écoles. D'accord, vous avez les Italiens, pareil, la Croatie, on y revient, la Pologne, pareil, 4 pour 1000 de SAF et 1,2% d'enfants infectés. Vous voyez, donc on est plus sur ces registres-là actuellement en pourcentage d'enfants infectés. Et donc, ça, c'est les équipes de Philmail qui va dans différents pays, donc proposer donc, tout son team. Le team est là-bas. Qu'est-ce qu'il vous faut pour faire un diagnostic? Il vous faut quelqu'un qui soit capable de faire de regarder la dysmorphie de l'enfant. Mais je vous dis, demain, avec le smartphone, tout le monde est capable de faire ça. C'est le smartphone qui vous donne la réponse. Faire un diagnostic donc, neuropsychologique, ça demande des équipes aussi plus entraînées. Il faut pouvoir interroger les mamans. Et ça, c'est tout un travail qu'on a mené à Rodrigue et que j'aimerais mener ici à Maurice. D'accord? D'aller apprendre aux sages-femmes, apprendre à ceux qui suivent les grossesses, comment parler alcool. Et il faut donc des administrateurs, bien sûr, pour collecter tout cela. Il faut des équipes d'épidémiologistes. Voilà. Il faut tout un team. Et aujourd'hui, on est prêt pour faire ce genre d'études à Maurice. On soutient avec eux. L'équipe espagnole est prête à venir tester son outil à Maurice. L'équipe de San Diego est prête à faire venir un dysmorphologiste pour nous aider à réaliser ces études-là. Aujourd'hui, il y a des opportunités et je pense que c'est important de trouver, donc, de pouvoir faire en sorte que ces études arrivent et vous serez d'autant plus fort en disant voilà, on a 100 SAF à Maurice qui naissent chaque 100 SAF, 100 enfants infectés chaque année. Croyez-moi qu'au niveau politique, on ne peut pas rester indifférent. Hein, on est en train de fabriquer des enfants handicapés, il faut quand même agir. Qu'est-ce qu'on nous dit à Maurice? On nous dit que, ben oui, il y a un problème d'alcool à Maurice. Un gros problème d'alcool. D'accord? Tout autant qu'à Rodrigue. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que, eh bien, l'alcool, on reconnaît que l'alcool a des conséquences. D'accord? Plein de conséquences. Et ici, ça date de 2009. Ah, c'est Jeanne Rodrigue, pardon. Où là, encore en 2009, eh bien, le SAF... Si. Non, c'est le SAF qui n'était pas évoqué. C'est des grossesses non désirées. Que nous dit plus récemment le NESC? Le NESC, alors les choses ont bien évolué à Maurice, hein, parce qu'on y travaille beaucoup et ça me permet de remercier Franchette qui est présente. Grâce à elle, on peut travailler sur Maurice et on va encore le faire. Et le NESC nous dit quoi? Il nous dit que eh bien, le nombre de malades de l'alcool à Maurice augmente. Et ce qui est inquiétant, c'est que c'est de plus en plus de femmes qui sont concernées. D'accord? Et surtout, de plus en plus de jeunes. Et donc, il est urgent d'investir la problématique alcool à Maurice comme à Rodrigue. D'accord? C'est fondamental, aussi bien pour le SAF que pour les autres problématiques alcool. Et je crois que ça, vous avez ça dans les journaux tous les jours. Et il est vrai que le SAF, ça nous a permis, nous, à La Réunion, eh bien, c'est une problématique double, hein, c'est l'enfant qui est affecté et la mère qui boit. Et donc, si on n'a pas
on va l'évoquer. Si on n'a pas d'empathie pour ces femmes, les alcoolistes, c'est leur faute de toute façon qui a arrêté de boire. Au moins d'empathie pour l'enfant. Et donc cet enfant il n'y peut rien, eh bien on a quand même envie de l'aider. D'accord? Donc c'est une raison supplémentaire pour nous s'investir pour cette femme qui est enceinte et qui boit de l'alcool. C'est aussi une bonne occasion pour la maman, parce que ces femmes n'ont pas envie d'avoir des enfants affectés. C'est une bonne occasion pour ces mamans d'arrêter de boire. Je ne le fais pas pour moi, je le fais pour mon enfant. Alors, quel pourrait être notre rôle, nous, professionnels du médico-social? Eh bien déjà, reconnaître le profil de ces femmes, pourquoi elles en sont là. Est-ce que c'est juste par ignorance, par déni? Est-ce qu'il y a vraiment une maladie de l'alcool? On a des outils pour ça, pour nous aider, ce qu'on a mis en place. Il faut aussi comprendre pourquoi cette femme elle continue de boire pendant sa grossesse, quels sont les freins, les difficultés, souvent la solitude. Souvent ces femmes elles nous disent « je ne savais pas vers qui aller ». Elle n'avait pas identifié quelqu'un de confiance qui pouvait l'aider. Et donc il faut conseiller ces femmes, conseiller parfois, eh bien c'est toute une équipe qui est derrière. Et j'ai bien aimé le petit mot de Véronique, on boit seul, mais on guérit ensemble. C'est ça? Oui. Voilà. Et je crois que toutes les personnes, moi le premier, qui cherchent à arrêter l'alcool, à faire arrêter l'alcool ou les autres produits à une personne seule, va se mettre lui-même en souffrance. La première chose que je fais quand je suis une femme malade de l'alcool, comme un homme d'ailleurs, c'est je regarde de quoi elle a besoin. Quels sont les acteurs que je vais mettre autour d'elle, dans le médical, mais aussi dans le social, dans le psychologique, psychiatrique, tout ça. D'accord? Alors voilà, c'est juste pour vous dire, on a tous une part de responsabilité, il faut bien en prendre conscience. On est aidé quand on a des outils qui nous permettent d'aller chercher... alors, je vais maintenant prendre des photos, mais si vous voulez, je vous donne le diapo en main, pas de souci. Mais il est un peu lourd, c'est vrai qu'il faut une clé USB. Mais donc, ces outils sont très disponibles, sont d'ailleurs disponibles sur notre site internet. Je ne sais pas si là on ne le voit pas, mais on le voit peut-être après. En bas, safocéandien.org. Vous avez tous les outils pour parler alcool, le petit livre là. Il est téléchargeable. Ok? Mais certainement qu'il faut faire votre propre outil. Là, je reviens de Berlin. Maintenant, les Allemands ont leur propre guide. D'accord? Les Anglais ont leur propre guide. D'accord? Les Français, ils ont quelques outils, ils n'ont pas des guides aussi complets. D'accord? Bien. Et donc, ça c'est, dans ce guide justement, on vous dit, la première des choses à faire, quand vous avez repéré la situation d'alcool, c'est mettre en confiance. Il faut que cette femme ait bien compris que vous n'allez pas lui enlever son enfant, parce que c'est ce qui se faisait jusqu'à présent, que vous n'allez pas lui dire d'arrêter de boire, vous allez simplement l'aider à la soigner de sa maladie alcool pour l'amener vers le sevrage. Ça revient au même, vous allez me dire, mais c'est pas vécu de la même façon, et vous allez l'amener, d'accord, parfois par la main, vers d'autres professionnels qui vont chercher des solutions pour sa problématique. Et je crois que c'est le travail que fait Étoile d'Espérance, c'est vraiment d'accompagner ces femmes et parfois leur permettre un petit moment de répit en leur permettant d'être, comment dire, d'accéder donc au centre. Saf Océan Indien donc, est complètement disponible pour Étoile d'Espérance et comme l'évoquait Gilbert, depuis 2009 on est alors à vos côtés, depuis 2005 on est impliqué à Maurice. L'objectif, c'est vraiment de créer une étoile, d'accord, un réseau avec une coordination, un accueil, de la sensibilisation, de la formation et un centre ressources. C'est-à-dire n'importe quel professionnel, n'importe quel, comment dire, que ce soit des familles ou d'autres, eh bien ils sont capables, ils appellent un numéro, ils ont quelqu'un de compétent qui va pouvoir orienter. Donc la formation, j'en ai parlé, l'accompagnement. Parfois l'accompagnement, c'est une vingtaine de professionnels qu'il faut solliciter. Voilà. Et donc j'ai une petite image que j'avais bien aimée à Berlin, c'était ce 5 digit life code
fait référence au 4-digit diagnostic code. Et donc notamment, c'est checker les anomalies physiques, faire les évaluations neuropsychologiques, avoir une coordination dans la prise en charge thérapeutique, déterminer le niveau social et le niveau d'isolement de la famille, de cette femme, parfois de son mari aussi, et puis surtout de créer un réseau de vie, un réseau pour cette femme pour qu'elle puisse accéder à une vie meilleure. Voilà. Et donc nous on avait une équipe. On avait une équipe, et pourquoi on avait une équipe? Et bien voilà, c'est que l'État nous a coupé les vivres, et donc on a dû faire différemment. Elle nous a coupé les vivres parce que, voilà, elle nous a coupé les vivres parce qu'on ne s'intéressait qu'au SAF et que ça leur posait problème. Et que ce qui leur posait surtout problème, c'est que la Réunion était montrée comme une île de SAF. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de bruit ici. C'est une île de SAF. Et quand vous voyez le précédent plan d'action 2013-2018, le précédent d'action de lutte contre l'alcool, on vous dit, on vous parle de différents problèmes et on vous parle du SAF à La Réunion. Comme s'il y avait du SAF à La Réunion. Et là, le prochain plan d'action, on parle à peine du SAF. Alors, il n'a pas encore été validé, mais il fait peur. Voilà, où on en est aussi en France. Et d'ailleurs, je vous dis, en revenant de Berlin, par exemple, je vous ai montré l'Australie. Ils ont 0,1 pour 1000. Pourquoi ils s'intéressent au SAF? Ils n'en ont pas des SAF, d'après les déclats. Et bien pourtant, c'est peut-être eux les plus avancés. Actuellement à Berlin, c'était l'équipe la plus nombreuse, plus que les Américains, que les Canadiens, et ils nous montrent tous les travaux qu'ils mettent en place dans les différents États. Là, je vous ai montré l'étude dans l'ouest de l'Australie. Et malgré tout, ils s'investissent beaucoup sur le SAF parce qu'ils ont compris qu'ils ont des populations autochtones où il y a beaucoup d'enfants. Et quand ils disent beaucoup, c'est pratiquement, des fois, c'est la moitié de la communauté aborigène, certes, qui sont SAF. D'accord? Et effectivement. Et donc, ils cherchent à s'impliquer aussi pour ces gens. Enfin, l'Écosse, même problématique. Il y a 10 ans, l'État avait dit il y a 2 enfants SAF. Et la femme qui me rapporte ça, elle me dit moi-même j'ai adopté 3 enfants SAF. Je suis écossaise, les enfants vont à l'école, ils ne font pas partie des enfants diagnostiqués. L'Écosse nous dit il n'y a pas d'enfants SAF. Aujourd'hui, l'Écosse, ils ont un plan sur 10 ans de lutte contre le SAF. Aujourd'hui, les Écossais, en matière de lutte contre l'alcoolisme, ils sont courageux, ils ont décidé le prix limite pour l'alcool. On ne peut pas avoir un alcool qui est moins cher que les boissons, que l'eau par exemple. D'accord? Ils ont vraiment un programme de lutte contre l'alcoolisme en général qui est très fort, pourtant un pays qui n'avait pas de problématique SAF. Donc je vous dis, c'est une vraie prise de conscience. Alors qu'est-ce qu'on avait fait à Réunissac? Dans un premier temps, donc un centre ressources, et puis dans ce centre ressources, des initiatives. Donc il y avait tellement de bénévoles, tellement d'envie qu'on avait dû faire 4 sous-groupes. Un groupe, donc comment agir par rapport à cette problématique, d'accord, comment accompagner. Un groupe sur la formation, un groupe sur l'insertion sociale, donc s'intéresser surtout sur le volet des mamans et des familles, et un groupe prévention primaire pour diffuser ces messages. Il a été très actif et c'est vrai qu'on a beaucoup fait parler de nous. Et de l'autre côté, un cœur de réseau, et bien un cœur de réseau avec les éducatrices. Alors, éducatrices, eh bien, on a 2 éducatrices et on a ce qu'on a appelé une experte en expérience, c'est-à-dire une maman malade de l'alcool qui a réussi à être sevrée, qui va mieux et qui est allée soutenir les autres femmes malades de l'alcool. C'est ce que j'ai entendu dans le petit film. C'est d'autres mamans qui viennent après leur traitement pour aider les mamans qui sont encore en difficulté. Et ça, c'était quelque chose qui était très important. Et ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles ont fait? Donc les éducatrices, avec donc Noéma, elles ont été auprès des familles, évaluer les besoins, se présenter, se mettre en confiance, dessiner le parcours de soins, voir quels étaient les moyens à mettre en place pour ces familles. Vraiment, elles se sont mises vraiment en confiance, et ont été au-delà de ça, parce qu'ils ont créé du marrainage. Donc les familles, les mamans, les femmes, qu'est-ce qu'elles ont peur quand il se passe? Quand on leur dit vous allez vous faire soigner, même 3 mois, c'est qu'est-ce que je vais faire de mes enfants? Qui c'est qui va faire à manger à la maison? Qui c'est qui va s'occuper de... D'accord? C'est pas possible, je peux pas faire ça. J'ai trop de choses à faire.
D'accord? Et donc de retrouver des personnes ressources, parfois c'est le mari qui a dit « je vais m'en occuper hein, ». Mais comment? On va voir ce qu'il faut mettre en place pour l'aider. Vous êtes sceptique, madame? C'est possible, c'est facile. Parfois c'était la grand-mère qui n'était pas loin. Hein, parfois c'est une sœur. Mais allez chercher d'abord dans le tissu familial. Parfois s'il a fallu placer provisoirement l'enfant, dire voilà, on a prévu, donc tel moment tu vas avoir ta cure, tu vas être dans le centre, et tel moment ton enfant sera gardé par une personne de confiance, et tu vas pouvoir te faire soigner. D'accord? Tout ça se met en place. Il me reste combien de temps? C'est fini là? J'ai bientôt fini. Alors je passe donc sur les résultats de notre étude puisque j'ai plus le temps, mais globalement on avait de plus en plus de demandes qui nous venaient de tous les professionnels, de bons résultats, et les bons résultats c'est surtout des naissances hein, sans alcool. Je voulais juste vous parler de la stigmatisation. Stigmatisation, c'est effectivement, qu'est-ce qu'on a comme message jusqu'à présent? Eh bien, une femme, les gens qui vendent de l'alcool, hein, n'attendez pas de prévention de leur part, ils sont là pour vendre. J'ai encore eu un message hier d'une maman qui a eu une bière avec l'alcool qu'elle doit changer. Voilà, on vous dit, voilà le temps de message que vous avez. Donc les stéréotypes sont très rapides pour ces femmes-là, d'accord? Il y en a plein qui sont évoqués ici. Pour les enfants aussi, ils sont vite stéréotypés, stigmatisés, d'accord? Et ces enfants, ces adolescents vont grandir et vont aussi avoir des problèmes, d'accord? Je n'aurai pas le temps d'évoquer aujourd'hui. Les parcours sont complexes, mais sont beaucoup mieux quand sont coordonnés par une équipe, d'accord? Tout cela en étoile. Je vais donc passer sur les propositions qui sont faites pour soutenir les familles, mais on revient sur le fait que tout cela, ça va être informatisé, tout cela sera bientôt accessible sur les smartphones, voilà. Aussi bien pour les éducateurs que pour les familles. Idéalement, et ça je ne vais pas l'évoquer puisque Kevin va certainement en parler, passer d'un centre psychologique pour enfants à carrément un CAMS, centre d'action médico-sociale précoce, hein, c'est-à-dire d'accompagnement des enfants en situation de handicap. Aujourd'hui je vous parle du SAF, et demain ça sera peut-être tous les handicaps à Maurice. D'accord? Là, c'était pour vous montrer que les enfants sont diagnostiqués tardivement. C'est l'âge en diagnostic. Vous avez 10 ans, 59 ans, c'est le petit truc par rapport à leur atteinte. Les nécessités d'accompagnement. Le SAF, c'est un enfant qui dort très mal. Il dort très mal, la maman dort très mal, la famille dort très mal. D'accord? Il faut appréhender ça. Le SAF, ce sont des enfants en stress. Ils sont en stress parce qu'ils sont exclus, ils sont en stress parce que tout ce qu'ils font c'est pas bien, ils sont en stress parce qu'ils ne sont pas diagnostiqués et qu'on a l'impression que ce sont des enfants qui sont là pour emmerder tout le monde, excusez-moi du terme. Voilà. Ils sont en stress aussi du fait de la maladie, du fait de l'atteinte du cerveau. D'accord? Tout cela a été bien démontré sur ces diapositives-là à Berlin. Et voilà les plans qu'il faut mettre en place. Bon. Voilà, je l'ai passé, juste pour vous dire qu'il y a quand même une attention à Maurice. On a parlé du SAF il fut un temps, a été en 2009. Est-ce qu'il y a eu plus de soutien par ailleurs? Étoile d'Espérance vous le dira tout simplement tout à l'heure. Et puis du coup, je vais juste vous parler, donc c'était pour vous parler de la prévention nécessaire, de la responsabilisation. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait à la Réunion, c'est de responsabiliser ceux qui vendent de l'alcool, comme l'avait fait le fromager ici. Des campagnes de prévention nationale qui sont indispensables, qu'il faut savoir renouveler, et puis finir sur le FASD global. Aujourd'hui, on a une association qui veut faire mutualiser toutes les connaissances, mutualiser toutes les initiatives en un FASD global. Vous avez un site internet, FASD global, et je vous encourage, Maurice, de vous associer à leurs initiatives. Voilà, je vais en rester là, et je vous remercie.